Dans une ville de lumière et de luxe, Paris, se dressait un manoir si beau qu'il semblait tout droit sorti d'un rêve, et pourtant, à l'intérieur, tout était silencieux. Trois petits garçons y vivaient, entourés de tout ce que l'argent pouvait acheter sauf l'amour. Leur père, Mathieu Laurent, un milliardaire connu dans toute la France pour son génie, avait perdu sa femme et, avec elle, la chaleur de son cœur. En seulement 6 mois, cette nounou avait démissionné. Les enfants étaient sauvages, brisés, et en colère. Jusqu'au jour où une femme franchit la porte. Elle s'appelait Claire Dubois, jeune, humble, et pleine de foi. Elle n'était pas venue avec un CV parfait ni des mots sophistiqués. Elle était venue avec un cœur prêt à rester. Et à partir de ce moment-là, tout commença à changer. Car parfois, les plus grands miracles ne viennent ni de la richesse ni du pouvoir, ils viennent de la bonté, de la patience, et d'un amour assez courageux pour guérir ce que l'argent ne pourra jamais réparer. Restez avec nous jusqu'à la fin. Cette histoire vous rappellera que même les foyers les plus froids peuvent refleurir quand un seul cœur refuse d'abandonner. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous d'où dans le monde vous nous écoutez. Dans le quartier élégant de Neuilly-sur-Seine à Paris, où les maisons ressemblent plus à des musées qu'à des foyers, se dressait le manoir de Mathieu Laurent, un entrepreneur milliardaire qui avait autrefois tout, sauf la paix. 3 ans s'étaient écoulés depuis que la tragédie avait creusé un vide dans sa vie. Sa femme était partie un matin et n'était jamais revenue, le laissant seul avec leur triplé de 6 ans Noé, Gaspard et Luc. Sur le papier, Mathieu était un homme puissant, impeccable, admiré, respecté. Mais à l'intérieur de ce manoir de marbre, il n'était qu'un fantôme dans un costume hors de prix. Ses fils étaient devenus une tempête de colère et de solitude. Ils détruisaient leurs jouets, hurlaient sur les nounous, et s'enfermaient pendant des heures dans leur chambre. En seulement 6 mois, cette personne avait abandonné. Aucune n'était restée assez longtemps pour comprendre que ces enfants n'étaient pas mauvais, ils étaient brisés. Puis Claire Dubois arriva. Elle avait 28 ans, venait de Colmar, une petite ville d'Alsace où les après-midi sentaient le pain et les fleurs d'oranger. Elle se présenta à l'entretien en vêtements simples, tenant un dossier de référence modeste. Mathieu leva à peine les yeux de son téléphone. Vous n'avez pas de diplôme en éducation? Aucune expérience avec des enfants ayant des besoins particuliers? Claire sourit doucement. Non, monsieur. Mais je sais écouter. Je sais aimer. Mathieu expira, impatient. Les 7 dernières avaient des masters. Elles n'ont pas tenu une semaine. Son regard ne vacilla pas. Vous avez embauché des CV, monsieur Laurent. Moi, je vous offre mon cœur. Ces enfants n'ont pas besoin de plus de discipline. Ils ont besoin de quelqu'un qui reste. Il eut envie de rire mais quelque chose dans son assurance calme l'en empêcha. Peut-être que ce jour-là, le désespoir parla plus fort que le doute, car Mathieu l'embaucha sur le champ et partit pour un voyage d'affaires de 3 jours à Lyon. Le lendemain matin, le manoir se réveilla dans le chaos. Noé jeta des céréales contre le mur. Gaspard se cacha sous le lit. Luc cria, « Tu partiras comme les autres. » Mais Claire ne cria pas. Elle s'assit par terre, les jambes croisées au milieu du désordre, et dit doucement, « Faites ce que vous devez faire. Mais je ne partirai pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Je resterai jusqu'à ce que vous me croyiez. » Ils ne savaient pas quoi faire de ça. Personne ne leur avait jamais promis de rester. Ce soir-là, au lieu de les envoyer dans des chambres séparées, elle rapprocha leurs 3 petits lits. Vous êtes nés ensemble, leur dit-elle. Vous êtes une équipe. Et les équipes se protègent. Puis elle leur raconta une histoire du soir sur 3 moineaux qui affrontaient les tempêtes en s'abritant les uns les autres sous leurs ailes. Noé fit semblant de s'en moquer, mais il attrapa la main de Gaspard. Luc ravala ses larmes et pour la première fois depuis des mois, tous les 3 dormirent toute la nuit sans cauchemar. Au fil des jours, Claire observa, écouta, et apprit. Elle découvrit que Noé avait peur du noir, alors elle laissa une petite lampe allumée près de son lit. Gaspard adorait dessiner, alors elle dépensa son propre argent pour acheter des carnets et des crayons de couleur. Luc trouvait la paix dans le jardin, alors elle lui apporta des semis et une idée. Plantons 3 arbres, proposa-t-elle un matin. Un pour chacun de vous. Nous les arroserons tous les jours. Vous verrez, quand ils grandiront, vous grandirez aussi. Les garçons ne comprenaient pas vraiment, mais ils la suivirent dans le jardin. À la fin de la semaine, ils étaient à genoux dans la terre, riant, se chamaillant, et donnant des noms à leurs petits arbres. Chaque soir, Claire leur racontait des histoires de bonté, d'espoir et de foi. Elle parlait de Dieu, non comme d'une puissance lointaine, mais comme d'un ami qui ne part jamais, même quand la vie fait mal. Une nuit, quand Noé s'effondra en sanglots, Claire le serra contre elle. Prier ne fait pas disparaître la douleur, dit-elle. Ça nous aide à la traverser. Cette nuit-là, pour la première fois, les 3 frères prièrent ensemble, murmurant de petits mots tremblants à travers leurs larmes, puis s'endormirent avec la paix dans le cœur. Cette même nuit, Mathieu rentra tard de Lyon. Il avançait silencieusement dans le couloir, épuisé,
prêt à s'écrouler dans son lit quand il entendit de faibles voix derrière la porte de la chambre des enfants. Et elle s'arrêta par la porte entr'ouverte, il les vit, ses fils à genoux, mains jointes, tête baissée auprès de Claire. Noé remerciait Dieu pour ses frères. Gaspard demandait la protection de son père. Luc murmura, « S'il te plaît, ne laisse pas Claire partir. » La gorge de Mathieu se serra. Il s'appuya contre le mur, pour la première fois depuis des années, il pleura. Cette nuit-là, le milliardaire qui possédait des gratte-ciel et des flottes de voitures comprit enfin, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter et rien de ce dont ses enfants avaient besoin. Le lendemain matin, il apparut à la table du petit déjeuner une vision si étrange que les triplés s'arrêtèrent en plein milieu de leur bouchée. « Tu ne repars pas en voyage, papa ?» demanda Gaspard. « Non, dit Mathieu doucement. Pas aujourd'hui. Je reste. » À partir de ce matin-là, tout commença à changer. Et elle les conduisit à l'école. Il les rejoignit dans le jardin pour arroser les arbres. Et elle s'assit à table pour écouter, vraiment écouter leurs histoires. Claire lui apprit la patience. Les enfants n'ont pas besoin de père parfait, dit-elle un après-midi. Ils ont juste besoin de père présent. Pour la première fois depuis des années, Mathieu se sentit vivant. Les semaines passèrent. La maison autrefois remplie de cris résonnait désormais de rire. Mathieu se mit à remarquer Claire de mille petites façons, la manière dont elle souriait aux garçons, son rire doux, la lumière calme qu'elle semblait emporter partout avec elle. Un soir dans le jardin, en arrosant les arbres à côté d'elle, il murmura, « Tu as changé cette maison, Claire. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Elle rougit. « Je n'ai fait que ce que ferait n'importe qui avec de l'amour dans le cœur. »« Alors que Dieu nous envoie plus de gens comme toi, répondit-il. Elle sourit. « Ou peut-être qu'il veut juste que vous croyiez encore que l'amour existe. » Pour la première fois depuis des années, Mathieu sourit, pas le sourire poli d'un homme d'affaires, mais un vrai sourire. Puis Evelyne Laurent, la mère de Mathieu, revint après des mois passés à Bordeaux. Elle sentit immédiatement le changement. Son fils plus léger, ses petits-fils joyeux, et la nounou trop proche à son goût. Mathieu, le prévint-elle, tu t'attaches trop à cette fille. Les gens vont parler. Il soupira. Qu'ils parlent. Pour une fois, mes enfants sont heureux. Le ton d'Evelyne se durcit. Tu ne peux pas laisser les ragots détruire notre nom de famille. Quand elle comprit qu'il ne l'écouterait pas, elle décida d'agir. Elle organisa un dîner formel avec Camille d'Aubigny, une femme élégante et instruite issue d'une famille influente de Paris. Camille était tout ce qu'Evelyne jugeait approprié. Mathieu y alla pour faire plaisir à sa mère. Mais tandis que Camille parlait sans fin d'investissement et de jet privé, il réalisa qu'il ne ressentait rien. Plus tard dans la nuit, quand il rentra et vit Claire par terre en train de jouer à Uno avec ses fils, les rires rebondissant sur les murs, il comprit où était vraiment sa place. Le lendemain après-midi, Evelyne invita Claire à prendre le thé. Elle était polie, gracieuse, et mortelle. Claire, commença-t-elle, je suis reconnaissante pour ce que vous avez fait pour ma famille. Vraiment. Mais vous et mon fils venez de mondes très différents. Si des rumeurs commencent, cela vous détruira tous les deux, surtout vous. Puis elle fit glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait un chèque d'1 million d'euros. Partez discrètement. Recommencez une nouvelle vie ailleurs. Considérez cela comme un cadeau. Claire le fixa, les yeux brûlants. Elle le repoussa. Je ne suis pas venu ici pour l'argent, Madame Evelyne. Mais peut-être avez-vous raison, peut-être que je n'ai pas ma place ici. Cette nuit-là, elle fit ses valises, embrassa le front des garçons endormis, et murmura, pardonnez-moi. À l'aube, elle était partie de retour à Colmar, le cœur brisé mais digne. Quand les triplés se réveillèrent et la trouvèrent partie, le chaos revint. Noé hurla, elle avait promis qu'elle ne partirait pas. Gaspard refusa de manger. Luc cessa complètement de parler. Quand Mathieu l'apprit, l'air du manoir sembla se fendre. Il dévala le couloir, ses pas résonnant comme le tonnerre sur le marbre. Les domestiques s'écartèrent tandis qu'il poussa la porte de sa mère sans frapper. Evelyne leva les yeux de son fauteuil, stupéfaite. Mathieu, qu'est-ce que... Vous l'avez payé pour qu'elle parte? Sa voix tremblait pas seulement de rage, mais de chagrin. Evelyne se figea, sa tasse de thé tremblant dans sa main. Je croyais te protéger, dit-elle faiblement. Me protéger? Explosa-t-il. Vous avez détruit la seule chose qui tenait encore cette famille debout. Sa voix se brisa au milieu de la phrase. Il ne criait plus sur sa mère et il la suppliait. Vous avez vu ce qu'elle a fait pour mes fils. Pour moi. Pour cette maison qui était morte depuis des années. Et vous l'avez chassée comme si elle ne valait rien. Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes. J'avais peur, Mathieu. De ce que les gens diraient. De l'image que ça donnerait. Mathieu s'approcha, le visage pâle, les yeux en feu. Vous aviez peur des apparences? Moi,
j'avais peur de perdre mes enfants. Et maintenant, regardez autour de vous, maman vous avez rendu cette peur réelle. Evelyne se tourna, se couvrant la bouche tandis que la culpabilité l'écrasait. Dans le couloir, de faibles sanglots des garçons résonnaient, Noé appelant Claire dans son sommeil. Ce son la brisa complètement. Elle baissa la tête et chuchota, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La voix de Mathieu s'adoucit mais trembla d'une finalité implacable. « Vous n'avez pas seulement chassé Claire, maman. Vous avez brisé le peu de paix qui nous restait. » Puis il sortit, laissant la porte ouverte et sa mère debout dans le silence, entourée de luxe, mais se sentant plus pauvre que jamais. Pour la première fois, Evelyne vit les dégâts que son orgueil avait causés, 3 enfants en pleurs et un fils qui semblait plus brisé que jamais. Une semaine plus tard, Mathieu installa ses fils dans la voiture. « On va à Colmar, dit-il. On ramène Claire à la maison. » Evelyne, désormais humble et repentante, murmura, « Je viens aussi. Je dois lui demander pardon. » Le trajet fut long et silencieux, rempli d'espoir et de prières murmurées depuis la banquette arrière. Quand ils arrivèrent dans le quartier de Claire, sa mère Rose Dubois ouvrit la porte et sourit doucement. « Vous êtes venu pour ma fille, n'est-ce pas? Elle est à l'église, elle prie pour vous. » À l'intérieur de la vieille église Saint-François d'Assise, l'air sentait l'encens et la cire des bougies. Claire était agenouillée devant l'autel, sans savoir que ses prières avaient déjà été exaucées. Soudain, de petits pas résonnèrent derrière elle. « Claire !» crièrent 3 voix. Elle se retourna, tremblante, au moment même où les garçons se jetèrent dans ses bras. Ils sanglotaient, parlaient tous en même temps, excuses, rires, promesses. Mathieu s'avança, les yeux brillants. Derrière lui se tenait Evelyne, pleurant doucement. « Claire, dit Evelyne, j'ai été cruelle. J'ai voulu protéger ceux qui n'avaient pas besoin d'être protégés. Vous avez redonné la vie à ma famille, et je vous ai repoussé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Puis Mathieu prit la main de Claire. « Je ne sais pas ce que le monde dira, dit-il doucement. Mais je sais une chose, sans vous, nous ne sommes pas complets. Vous avez appris à mes enfants à aimer à nouveau. Vous m'avez appris à aimer à nouveau. S'il vous plaît, revenez à la maison. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « J'ai peur, Mathieu. Peur de ne jamais être assez. » Il secoua la tête. « Vous étiez assez dès l'instant où vous avez franchi cette porte. » Claire sourit à travers ses larmes. « Alors je rentrerai. Parce que je vous aime tous. » L'église éclata en applaudissements. Même Rose Dubois pleura en chuchotant, « Gloire à Dieu. » Quand Claire revint à Paris, tout changea, mais cette fois pour de bon. Evelyne l'accueillit chaleureusement, l'invitant à dîner et la traitant avec respect. Et la maison rayonna à nouveau de rire, de foi, et de musique. Le lien entre Mathieu et Claire se renforça, construit sur la gratitude, la foi, et l'amour partagé pour les enfants. 1 an plus tard, la veille de Noël, la famille Laurent se réunit autour de la table. Après le dîner, Mathieu se leva, tenant la main de Claire. « Tu es entrée dans nos vies comme une nounou, dit-il doucement, mais aujourd'hui, tu fais partie de notre famille. Veux-tu construire cette vie avec moi comme mon épouse, et comme la mère des garçons ?» Les triplés haltèrent et se mirent à sauter de joie. Evelyne pleura. Rose Dubois sourit depuis le coin de la pièce. Claire se couvrit la bouche, les larmes débordant. « Oui, murmura-t-elle. 1000 fois oui. » 3 mois plus tard, ils se marièrent dans cette même petite église à Colmar, là où tout avait commencé. Les triplés, vêtus de blanc, accompagnèrent Claire jusqu'à l'autel. Le prêtre dit, « Le véritable amour ne voit pas la classe sociale. Il voit le cœur. » Et cette famille est la preuve que Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des miracles extraordinaires. Des années plus tard, leur jardin à Paris est toujours luxuriant, les 3 arbres plus grands que jamais, lourds de fruits. Noé veut devenir médecin. Gaspard compose de la musique. Luc écrit des poèmes sur la famille. Mathieu travaille désormais depuis la maison. Evelyne fait des gâteaux pour ses petits-fils. Et Claire, plus une nounou, mais une épouse et une mère, reste l'âme qui les tient tous ensemble. Quand les gens demandent aux garçons qui est leur mère, ils sourient toujours et disent « Dieu nous a envoyé la meilleure du monde. » Parce qu'au bout du compte, l'amour n'a pas besoin de richesse. Il a besoin de courage. Le courage de rester quand il serait plus facile de partir, de prendre soin quand ça fait mal et de croire que Dieu place les bons cœurs sur notre chemin quand nous en avons le plus besoin. Et maintenant, nous vous demandons, selon vous, qu'est-ce qui tient vraiment une famille soudée, la richesse et le confort, ou l'amour, la foi, et le courage de rester quand il serait plus facile de s'en aller? Dites-le nous en commentaire parce que votre réponse pourrait rappeler à quelqu'un, quelque part, ce que l'amour signifie vraiment. Merci d'avoir écouté Storyteller français et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.